Salut à tous, aujourd'hui on va parler du film, le dernier film de Spider-Man en date, Spider-Man No Way Home, et ce sera truffé de spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, malgré le fait qu'il soit sorti il y a déjà un mois de ça, eh bien, il ne faut pas regarder la vidéo, vous passez à autre chose. Inversement, si ça ne vous dérange pas parce que vous l'avez vu ou parce que vous vous en fichez, vous pouvez rester et me donner votre opinion sur ce qui va être dit et sur comment vous avez vu le film. Alors, Spider-Man No Way Home, moi je préviens d'avance que je n'étais pas le public particulièrement touché par le film. On peut pas dire que l'idée de voir les différents Spider-Man de l'histoire au cinéma m'avait ému plus que ça. Je n'étais pas le genre à partager les teasers, les bandes annonces ou les photos volées sur le tournage. Bon, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais je suis pas un énorme fan du Marvel Universe au cinéma. Je regarde tous les films pour des raisons évidentes, ne serait-ce que pour vous en parler. Aussi parce que, aimant les super-héros et les comics, la plupart me plaisent quand même. Et je trouve que c'est des bons divertissements et je les regarde avec plaisir. Mais je suis pas un fan inconditionnel qui a vécu avec une espèce de frénésie invraisemblable toute cette histoire de No Way Home. Alors tant mieux que le film soit sorti. En plus c'est un bon film, bon divertissement. En tout cas j'ai aimé. Mais je suis pas le fan absolu qui est tombé en pamoison devant le résultat fini. Alors, le film en soi, pour commencer, pour moi, la chose importante, c'est qu'à la fin du film, dans les dernières images du film, pour la première fois, j'ai eu en face de moi Tom Holland qui a incarné Spider-Man. Alors c'est important parce que pour moi, Tom Holland, il n'a jamais incarné Spider-Man. C'est une version de Spider-Man, c'est une espèce de mélange entre la version Ultimate et la première version de Lee et Ditko, mais bon, je trouvais l'acteur un peu irritant, voire même niais dans pas mal de scènes. Du coup, j'ai jamais vraiment trop aimé Tom Holland. En tout cas, je pense qu'il s'adresse à un public que je ne représente absolument pas. Et pour autant, à la fin de No Way Home, c'est pour la première fois que je vois Tom Holland incarner Spider-Man tel que moi je l'ai connu quand j'ai commencé à lire le personnage dans les années 70, 80. 70 en réalité, je suis vieux. Peut-être vous l'avez découvert vous avant ou après. En tous les cas, à l'époque, un type avec des super pouvoirs, mais aussi des super problèmes. Et il n'avait pas une vie quotidienne extraordinaire. Il était même souvent pauvre, dans la dèche. Il avait des soucis personnels. Il n'arrivait pas à y faire face toujours. En bref, c'était un type comme vous et moi. Et enfin, non, moi je suis pas dans la dèche, donc voilà. En réalité, ce personnage de Spider-Man, je le trouve à la fin de No Way Home. C'est-à-dire que pour la première fois, je vois un personnage qui correspond à Spider-Man. Auparavant, c'était plus une espèce de Spider-Boy, c'était plus même parfois un Spider-Neuneu, quand on le voyait avec ses camarades de classe dans certaines situations. Et là, pour la première fois, donc je vous dis, j'ai vu Spider-Man à la fin du film, et donc forcément, j'ai plus envie maintenant de voir Tom Holland en Spider-Man. La seconde chose sur ce film, la seconde remarque, c'est qu'il manquait à Spider-Man une sorte de substrat, de motivation véritable qui le crédibilise. Alors, Spider-Man, il est né de la culpabilité, en fait, au départ, dans les comics, quand il découvre ses pouvoirs, il s'en sert pour se faire un peu d'argent pour aider sa famille, et alors qu'il a l'occasion d'arrêter un criminel, il ne le fait pas, il le laisse filer, c'est pas son job, il est jeune, il n'a pas d'expérience, et puis il n'y a pas de raison qu'il se transforme en un héros en se substituant aux forces de l'ordre. Problème, ce type va être celui qui va assassiner son oncle Ben, et ça va donc créer chez Peter Parker un sentiment de responsabilité et de culpabilité très fort. Alors en fait, il n'est pas coupable, hein, c'est pas lui qui assassine son oncle, c'est pas parce qu'il n'a pas prêté main forte à la police que forcément derrière il est responsable. Le responsable, c'est celui qui a tué l'oncle. Remettons les choses tout de même dans leur contexte. Néanmoins, il vit cela comme étant quelque chose qui est de sa propre responsabilité parce qu'il aurait pu l'arrêter. Et là, il se passe un peu la même chose dans le film, puisque enfin, il se passe quelque chose qui dépend en partie de lui, à savoir la mort de Marisa Tomei qui interprète la tante May. Alors, elle meurt dans le film, mais en réalité, ce n'est pas la faute de Peter Parker. Mais par contre, on peut quand même considérer que même s'il n'est pas responsable, il est irresponsable. Et c'est tout de même quelque chose qui s'en rapproche. Alors, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable parce que ce n'est pas lui qui tue la tante, c'est pas lui qui jette une bombe du bouffon sur sa tante, c'est pas lui qui provoque la mort, mais il est irresponsable parce que clairement, mêler une humaine totalement normale, qui plus est de sa propre famille, à qui il tient énormément, à toute cette histoire, avec des super vilains qui s'acoquinent, ou qui tentent de se racheter, sachant qu'en plus, le problème de sa double identité est à la base de tout ce qui est en train de se produire. Donc oui, à défaut d'être le responsable, parce que le responsable c'est le super vilain
qui jette la bombe sur l'actrice, sur sa tante, mais il est irresponsable parce que clairement, il n'aurait pas dû agir comme ça et il n'aurait pas dû provoquer la situation en premier lieu. Donc ça va créer enfin une tension narrative dans le personnage qui va enfin effectivement comprendre que derrière ces grands pouvoirs se cache, comme le veut la célèbre formule éculée, de grandes responsabilités, et il a failli à ses responsabilités, et donc ça va le rendre plus intéressant et plus humain. Ça c'est évident, et pour moi c'est un très bon point, pardon, il était vraiment important que ça figure dans le film, et là enfin ça figure, et donc c'est très bien. Troisième chose, ce sont les Supermen, les Spider-Man, pardon, les Supermen c'est encore autre chose, même s'ils sont super, ce sont des Supermen. Les trois Spider-Man, donc, qui viennent de trois univers différents au cinéma. Alors, on retrouve Tobey Maguire, qui a été le premier à interpréter Spider-Man au cinéma. Vous allez me dire, non, il y avait Nicolas Hammond. Mais bon, on va parler de choses récentes et qui tiennent la route. Lui, soyons honnêtes, on n'est pas tout à fait au même niveau que les autres, en même termes d'ambition. Et donc, Tobey Maguire. Le troisième film avec Tobey Maguire, soyons honnêtes, l'acteur ne faisait plus l'affaire, il avait vieilli et il était plus crédible. En tout cas, moi, je n'arrivais plus à regarder Tobey Maguire et me dire ah, ça, c'est un jeune homme aux premières armes dans la vie et qui est Spider-Man. C'était devenu difficile à accepter. Et bien là, avec le fait qu'il revient, mais il revient en tant que personnage plus expérimenté que les deux autres, qui débarque presque pour être une sorte de mentor et leur expliquer différentes choses. En tout cas, on ne cache plus son âge, on ne cache plus le fait qu'il n'y a rien d'un jeune homme qui découvre la vie, et bien forcément, ça change tout. Et Tobey Maguire en Spider-Man d'expérience, différent des autres en plus, ne serait-ce que par ses toiles organiques par exemple, par ses expériences, eh bien ça fait vraiment son effet. Et je trouve que Maguire est très bien, tout comme est très bon Andrew Garfield. Alors Andrew Garfield, moi en Spider-Man, j'ai toujours trouvé qu'il était malheureusement placé dans des films complètement niais et débiles, mal écrits, mal ficelés. Mais lui, en tant que incarnation de Peter Parker, plus que de Spider-Man d'ailleurs, il n'était pas mauvais du tout. Je trouvais qu'il était même plutôt bien, parce que il était à la fois suffisamment âgé et adulte pour échapper à l'image du gamin potache, et en même temps, il était clairement trop jeune et inexpérimenté. Il avait encore la fac à gérer, il avait encore des problèmes de post-ado, et ça en faisait quelqu'un d'intéressant qui correspondait au Peter Parker que moi j'ai connu quand j'ai commencé à lire des comics, parce qu'il ressemblait finalement à Andrew Garfield. En plus, dans les films avec Andrew Garfield se développe l'histoire avec Gwen Stacy et la mort de Gwen Stacy, et donc clairement c'était quelque chose de très intéressant. Moi, je suis très content de le voir débarquer dans No Way Home parce que Andrew Garfield, il apporte de la fraîcheur. C'est le Spider-Man un peu naïf, un peu content d'être là. Il tape dans les mains des autres, il les encourage. Il se cherche une famille, il se cherche des amis. Et il est très attendrissant dans ce rôle. Et moi, je trouve qu'il est très bien. Il apporte quelque chose indéniablement de frais et de sympathique au film. Puis vous avez Tom Holland qui, pris au milieu de tout ce qui est en train de se produire, qui est, je répète, de sa faute en raison de son irresponsabilité, eh bien, on a un personnage qui est en train de mûrir, qui est en train de devoir mettre de côté un peu son côté je suis juste un ado attardé. Il est obligé de faire un pas en avant vers l'âge adulte, et c'est intéressant. Intéressant aussi qu'en fin de film, on ait droit à une version cinéma de ce qui fut appelé One More Day. Alors, c'est une des sagas de comics les plus discutées des fans. Vous trouverez très peu de monde qui va vous dire que One More Day était une bonne idée. Donc Spider-Man qui, à l'époque, pour que tout le monde oublie sa double identité, fait un pacte avec Mephisto et il sacrifie son mariage avec Mary Jane pour sauver la tante May. Donc il a le choix en fait, il a le choix entre sauver sa tante qui va mourir ou bien sacrifier son mariage. Et lui, il va sacrifier son mariage, donc c'est assez intéressant. Et Mary Jane Watson donc, disparaît de l'équation de cette manière, en tout cas disparaît, non pas le personnage, mais l'histoire qu'elle a avec Peter Parker, son mariage. Et là, à la fin du film, c'est un peu ce qui se passe, puisque, afin que tout le monde oublie vraiment tout ce qui s'est passé, la seule solution, c'est de faire table rase de tout, y compris les personnes qui lui sont chères, et donc y compris Mary Jane. Alors, moi, où ça me touche beaucoup moins, en fait, c'est que, autant dans la bande dessinée, le mariage est sacrifié, des années d'histoire sont sacrifiées, et en plus, ça marchait très bien, hein, il s'était créé quelque chose de vraiment bien à lire.
Autant dans le film, bon, finalement, c'est un ado, c'est un amour d'ado. Alors, ok, d'accord, il est extrêmement épris d'elle, ok, d'accord, elle est amoureuse de Peter Parker. Mais enfin, ils se connaissent depuis quoi, sérieusement? Depuis 6 mois dans le monde du Marvel Universe. Bon, ben, je pense qu'à cet âge-là, il s'en remettra. Si ça se trouve, s'il n'y avait pas eu cette histoire de on oublie que Peter Parker est Spider-Man, etc., je pense que ça se trouve, au bout de 6 mois, il se serait fait larguer ou elle l'aurait largué. Donc soyons sérieux. C'est vrai que moi, c'est pas que ça me touche pas, mais c'est un amour d'ado. C'est beaucoup plus poignant quand derrière il y a des vies d'adultes et il y a un mariage. Là, c'est une histoire, une amourette d'ado. Voilà, très bien. Alors en plus, vous allez me dire, ce n'est pas Mary Jane. Alors oui, je sais bien, on va encore me rappeler ça, parce qu'on me l'avait rappelé sur la page Facebook une fois. J'avais dit, j'avais dit regarder Zendaya en Mary Jane. On m'avait dit, c'est pas Mary Jane, c'est Michelle Jones. Alors oui, c'est Michelle Jones, mais enfin bon, Michelle Jones, c'est Mary Jane. Sinon, on l'aurait appelé avec un autre nom qui n'a pas les mêmes initiales et on lui aurait pas fait adopter certaines coiffures ou certaines poses. Bien sûr que c'est Mary Jane, c'est juste qu'elle s'appelle Michelle, mais c'est la même chose. Et ce qui se produit à la fin du film, donc c'est la version cinéma de One More Boy. C'est beaucoup plus intéressant, presque j'ai envie de dire, au cinéma que dans les BD. Autre chose avant de finir aussi, les super vilains. Pas de film de super-héros s'il n'y a pas de super vilains. Donc là, on a droit à une espèce de d'aéropage qui débarque des différents films jusque-là. Celui qui s'en sort le mieux, bah, c'est pas surprenant, c'est Dafoe avec son rôle de Green Goblin. Alors, parce que c'est le super vilain, l'ennemi traditionnel de Spider-Man, parce que l'acteur est très bon, il a déjà un petit côté dérangé, rien qu'à le regarder, qui correspond bien à Norman Osborn. Parce que tout simplement, voilà, pour moi, Spider-Man, pour entamer une vraie histoire de Spider-Man, il faut Green Goblin, et il était temps que Tom Holland affronte son Green Goblin. J'ai beaucoup aimé le Octopus qui se réforme un peu dans le film, c'était bien vu, c'était sympa, c'était bien amené. Bon, les autres, ils n'ont pas le temps d'être vraiment développés, on sent qu'ils sont là pour combler un peu le cast, donc on fait appel à eux, c'est très bien. Mais bon, ils apportent pas énormément, c'est surtout le Green Goblin et Octopus qui tiennent le beau rôle, même Electro, hein, on a l'impression qu'il est surpuissant à la fin, mais en fait il n'est pas très charismatique. Et ça n'a jamais été un personnage phare au cinéma pour l'instant. Et même dans les comics, hein, je trouve que c'est dur en fait d'écrire des bonnes histoires avec Electro. Il n'a jamais eu droit à un récit extraordinaire en fait, ce personnage. Donc voilà. On soulignera aussi le fanservice qui est présent du début à la fin du film. En fanservice, c'est-à-dire des clins d'œil aux lecteurs de comics pour qu'ils retrouvent des petits détails qui vont forcément faire penser à des histoires qu'ils ont lues. Il y a même à un moment donné, quand le bouffon arrive sur notre plan d'existence, il décide d'abandonner son planeur et son costume dans la poubelle et on le voit partir. Évidemment, ça fait penser à la célèbre couverture où on voit Peter Parker qui renonce à être Spider-Man. Ouais, bon, il renonce temporairement, hein, parce que ça dure jamais très longtemps, mais ça fait partie des images iconiques du personnage. Et puis, bon, le film voilà, est truffé de petites remarques à ceux qui lisent les comics. C'est très sympa, le fanservice il est assuré du début à la fin. Et voilà, ça ne fait qu'ajouter quelque chose, du cachet, une valeur ajoutée à l'ensemble quand on est soi-même un fan de comics. Donc, avis global sur No Way Home, ben, un avis positif, je répète, il faut arrêter aussi avec ces histoires de ce film-là. Franchement, il ne pourrait pas avoir un lion d'or à Venise ou une palme d'or à Cannes. Ben oui, mais d'un autre côté, il n'envisage pas de l'obtenir. C'est pas un film d'arrêt d'essai tchécoslovaque des années 80, c'est pas non plus un film de dénonciation sociale ou de contemplation à la Terrence Malick. C'est un divertissement, c'est un blockbuster, donc il est là pour divertir les gens, il est là pour apporter de l'action. C'est un film de super-héros en fait. Alors certains films de super-héros sont plus profonds que d'autres. Celui-là, c'est vraiment du divertissement, c'est vraiment un film décomplexé. Et si on s'en tient à ce critère, eh ben, il remplit la mission. C'est-à-dire qu'en fait, il est divertissant, il est décomplexé. Donc c'est un film qui se regarde plaisamment, il n'y a pas vraiment de temps mort, quelques trucs par-ci par-là. Il y a des choses qui sont un peu trop, comme moi j'aime pas du tout le personnage de Ned Leeds par exemple dans le film, ce gamin là qui pour le coup cette espèce de caricature de geek, je trouve que c'est bon, voilà, c'est un peu trop pour moi, mais encore une fois, je ne suis pas le public visé, je pense pas que le Dead Leads des films soit fait pour moi. Cumberbatch et Doctor Strange, ben oui, il est à la hauteur de ce qu'on attend de lui, d'ailleurs j'ai hâte de voir le prochain Doctor Strange. Globalement, j'ai bien aimé, globalement c'était un bon moment, c'est pas le film le plus important de l'histoire, mais c'est, je répète, enfin pour moi le moment où Tom Holland devient Spider-Man, alors, il était temps. Et je vais donc arrêter dorénavant de regarder en me disant qu'est-ce qu'il mérite
et je vais encore devoir me taper un film avec Tom Holland. Bah non, voilà, pour la première fois, pour moi, il est devenu Spider-Man, et c'est vraiment le point positif de ce film. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais vous avez l'occasion de me le dire juste après dans les commentaires de la vidéo. Tiens, je vais faire un peu comme les mecs qui font des chaînes YouTube, vous savez, ils vous incitent à, et vous mettez un pouce, et vous allez sur abonnez-vous. Alors en fait, moi j'en ai absolument rien à faire, vous venez si ça vous intéresse, si vous venez pas, je vais pas en mourir. Les vidéos, elles sont faites à l'arrache, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de jingle. Donc vous faites ce que vous voulez, si vous êtes allé jusque-là, bah quand même bravo, parce que je vois 15 minutes 30 secondes, c'est quand même pas mal. Et je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Sinon, bah tant pis, c'est pas grave. L'important c'est de lire des comics, d'en profiter, d'aimer ça, et puis de temps en temps d'aller voir ça au cinéma. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura sûrement de nouvelles vidéos avec de nouveaux comics à présenter, mais ce sera plus face caméra, ce sera dans l'autre sens. Parce que quand je vous parle d'un comics, c'est dans ma tête, on n'en a rien à faire. A bientôt, ciao.